Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 14 janvier. L'entité sioniste fait de nouvelles victimes dans la bande de Gaza. Un médecin au complexe médical Nasser est tombé en martyr ce mercredi à l'heure où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, menace l'entité sioniste de saisir la Cour internationale de justice. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, CODESA, condamne fermement l'expulsion par les autorités d'occupation marocaine d'une mission espagnole d'observation des droits humains des territoires sahraouis occupés. Le Premier ministre canadien Mark Carney arrive en visite officielle à Pékin, la première à ce niveau depuis 8 ans, une rencontre qualifiée de tournant dans les relations tendues entre les deux pays. Et puis les ministres des Affaires étrangères du Danemark et du Groenland doivent rencontrer ce mercredi dans la capitale américaine le secrétaire d'État Marco Rubio et le vice-président américain J.D. Vance, au moment où Donald Trump continue d'afficher sa volonté de s'emparer d'une manière ou d'une autre du territoire arctique. Bonsoir à tous. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 15 martyrs ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 439 martyrs et 171 324 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et comme je vous le disais en titre, un médecin palestinien est tombé en martyr ce mercredi dans le sud de la bande de Gaza. Le docteur Hatem Abou Salah, médecin au complexe médical Nasser, est tombé en martyr suite à des tirs des forces de l'occupation sioniste près de Bani Souhaïla, à l'est de Khan Younes. La récupération de matériaux, l'ingéniosité et des techniques de construction ancestrales ont permis à certains Palestiniens de bâtir des abris en terre à partir des ruines engendrées par les bombardements de l'entité sioniste. Avec ces constructions certes rudimentaires mais plus résistantes que les tentes face aux intempéries, les habitants de la bande de Gaza espèrent au moins passer l'hiver au sec. Pour le peuple, voici de la boue pour le peuple, afin qu'ils puissent reconstruire ces maisons détruites. Je leur donne de la boue pour qu'ils puissent les reconstruire. Comme vous le voyez, c'est la première fois que nous faisons ce genre de travail. Nous ne l'avons fait que pendant la guerre. Cela coûte à peu près 50 shekels, environ donc $16. Comme vous le voyez, nous travaillons dur avec de la boue, pas du sable. Les gens utilisent de la boue parce qu'il n'y a pas de caravanes dans la bande de Gaza, car Israël empêche l'entrée des caravanes, des tôles ondulées ou du bois. Alors les gens en ont recours pour la récupération de pierres provenant de leurs maisons détruites à l'utilisation de la boue pour construire afin de se protéger du froid et de la chaleur estivale. Nous vivons sous des tentes et je suis fiancée depuis environ 1 an et 1 mois. Depuis quelque temps, j'essaye d'économiser pour acheter une tente, mais je n'y arrive pas à cause de leur prix exorbitant. Elle coûte entre 636 et $795. Alors j'ai décidé de réparer notre maison et d'y vivre en utilisant de la boue. J'ai ramassé des pierres autour de nous dans les décombres. Parmi les maisons bombardées, j'ai récupéré des pierres enduites, du plâtre, de la boue. Petit à petit, j'ai commencé à reconstruire la maison. Nous avons dû utiliser de la boue faute de matériaux de construction, de ciment et autres. Aujourd'hui, un sac de ciment peut aller jusqu'à $954. Où trouver de l'argent? C'est hors de prix. Nous avons donc dû utiliser la boue comme substitut au ciment pour enduire et construire.
L'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, a indiqué ce mercredi que les familles déplacées par la guerre génocidaire sioniste dans la bande de Gaza peinaient à accéder à de l'eau potable. L'agence onusienne a ajouté que dans des abris surpeuplés, beaucoup dépendent entièrement de l'acheminement de l'eau par camion assuré par l'UNRWA. Et je vous en parlais en titre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti l'entité sioniste qu'il pourrait saisir la Cour internationale de justice si elle ne revenait pas sur plusieurs lois visant l'UNRWA et ne restituait pas les avoirs et propriétés saisis à cette agence. Dans une lettre datée du 8 janvier adressée au dénommé Netanyahou, Guterres a indiqué que les Nations Unies ne pouvaient rester indifférentes face à des actions prises par l'entité sioniste qui sont en violation directe de ses obligations au regard du droit international. Elles doivent être annulées sans délai. Le plus ancien centre de santé de l'UNRWA, situé dans la vieille ville d'Al-Quds, occupé et menacé de fermeture définitive par l'occupation sioniste, qui a ordonné ce mercredi la suspension pour un mois de la fourniture des services aux habitants. La clinique Al-Zawiya est située à Bab al-Sahira. Au moins 45 Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste en 24 heures en Cisjordanie occupée, selon un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Les arrestations ont eu lieu notamment dans les provinces de Jenin, Naplouse, Al-Quds, Tulkarem, Ariha, El Khalil et Selfit et ont été accompagnées d'opérations de dénigrement à grande échelle, d'agressions contre les détenus et leurs familles, de tirs directs avec l'intention de tuer, d'utilisation des détenus comme otages, ainsi que de sabotage et de destruction massive des maisons des citoyens. L'alliance de la gauche européenne regroupant 8 partis européens et de 7 pays différents a lancé ce mercredi une initiative citoyenne européenne visant à obtenir la suspension totale de l'accord d'association liant l'Union européenne à l'entité sioniste. La suspension de ce partenariat économique constituerait une sanction importante contre l'entité sioniste réclamée par des milliers de militants européens depuis plusieurs années. Dans l'actualité également, le Qatar a annoncé ce mercredi que des mesures de précaution avaient été prises à la base aérienne d'Al Ubaid gérée par les États-Unis, notamment le départ de certains membres du personnel en raison de la montée des tensions régionales. Ces mesures s'inscriraient dans le cadre d'efforts plus larges visant à garantir la sécurité des citoyens et des résidents et à protéger les infrastructures critiques et les installations militaires. Un rassemblement massif s'est tenu ce mercredi à Téhéran à l'occasion des funérailles de 100 membres des forces de sécurité tués lors des manifestations en Iran. La cérémonie qui a réuni des milliers de personnes devant l'université de la capitale a débuté par des prières en hommage aux défunts. Ceux qui tirent sur d'autres citoyens de leur propre pays ne sont pas des nôtres, c'est une mentalité étrangère. C'est la mentalité des États-Unis et d'Israël. Ils devraient être identifiés par les services de renseignement iraniens et condamnés à mort. Mettre le feu à tout ne fera que nous faire perdre de l'argent. Cela ne résoudra aucun problème économique. On pourrait peut-être y remédier par des moyens de protestation légitimes, comme des sit-ins, mais les émeutes ne serviront à rien.
Je vous le disais en titre, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, CODESA, a condamné fermement l'expulsion hier par les autorités d'occupation marocaines d'une mission espagnole d'observation des droits humains des territoires sahraouis occupés, dénonçant une violation flagrante des principes et des dispositions du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Pour rappel, les autorités marocaines ont expulsé les membres de la mission espagnole d'observation des droits humains après les avoir empêchés de descendre d'un avion qui venait d'atterrir à l'Ayoun occupé dans les territoires sahraouis. En évoquant le dossier du Sahara occidental, des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé des bases et des retranchements des forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Haouza, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles selon le ministère sahraoui de la Défense nationale. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a entamé ce mercredi une visite au Soudan, au moment où plusieurs régions du pays connaissent une intensification du conflit. Volker Turk doit rencontrer au cours de cette visite, qui se poursuivra jusqu'à dimanche prochain, les autorités à Port-Soudan, ainsi que des représentants de la société civile et de l'équipe des Nations Unies. Pour rappel, depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'un conflit opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, ayant fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes. Le bilan d'une série de glissements de terrain meurtriers dans l'est de la République démocratique du Congo s'est alourdi ce mercredi à 19 morts et plus de 30 disparus. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour le deuxième jour consécutif dans le village de Borotsi où se sont produits les glissements de terrain. Et toujours en Afrique, l'Organisation internationale pour les migrations a mis en garde ce mercredi contre l'aggravation de la sécheresse qui pousse des millions de personnes en Somalie vers des situations humanitaires de plus en plus critiques, soulignant que les femmes et les enfants ont été les plus exposés au risque. La Somalie fait face à une grave crise humanitaire marquée par l'augmentation des besoins en aide, alors que le déficit aigu de financement entrave la réponse humanitaire. Et en parlant de climat, l'année 2025 a été la troisième année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Annonce faite ce mercredi par l'Observatoire européen Copernicus et l'Institut américain Berkeley Earth, pour qui 2026 devrait rester à des niveaux historiquement hauts. Naila Hamouda. Une année de plus sous le signe de la chaleur. 2025 confirme que le climat mondial a changé de rythme. L'année 2025 figure parmi les plus chaudes jamais mesurées à l'échelle mondiale. Selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, elle se classe au 3e rang, juste derrière 2024 et 2023. Mais c'est surtout l'enchaînement de ces 3 années qui alerte les scientifiques. Ensemble, elles dessinent une période de chaleur exceptionnelle, observée aussi bien dans l'atmosphère que sur les continents et dans les océans. Le bilan climatique mondial offre donc un premier aperçu du climat de 2025. Les données dont nous disposons début janvier indiquent que 2025 a été l'une des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées, et plus précisément la 3e, à une fraction de degré près. On parle de 0,01 degré Celsius de moins qu'en 2023, qui arrive en 2e position, et d'1,5 dixième de degré de moins qu'en 2024, qui, comme nous le savons, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Un chiffre clé, 1,5 degré. Ce seuil, fixé par l'accord de Paris pour contenir le réchauffement climatique, a été dépassé en moyenne sur l'ensemble de ces 3 années, 10 ans plus tôt que prévu. En 2025, des records de température ont été atteints en Asie centrale, dans le Sahel et jusqu'en Antarctique.
Autre manifestation du changement climatique, la multiplication d'événements extrêmes, avec des cyclones et des tempêtes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que des incendies dévastateurs en Espagne, au Canada et en Californie. Et pour 2026, les prévisions restent préoccupantes. Les climatologues s'attendent à une nouvelle année très chaude, proche des records récents, dans un contexte où les concentrations de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Année après année, les chiffres s'accumulent et confirment une tendance lourde. Pour les scientifiques, le message est clair. Sans réduction rapide et massive des émissions, ces années exceptionnelles pourraient devenir la nouvelle norme climatique. Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé en visite officielle à Pékin ce mercredi, la première à ce niveau depuis 8 ans. Carney aura une réunion avec le président chinois Xi Jinping vendredi. Les deux dirigeants s'étaient entretenus en marge d'un sommet de la coopération économique Asie-Pacifique en octobre dernier en Corée du Sud. Une rencontre qualifiée par Carney de tournant dans les relations tendues entre les deux pays depuis 2018. Et cette rencontre entre le Premier ministre canadien et le président chinois a été escrutée par Yan Shanhui, journaliste à la télévision chinoise CGTN. International de Beijing Capital, et vous pouvez voir derrière moi que l'avion du Premier ministre canadien Mark Carney vient atterrir. En effet, en même temps, vous pouvez également sentir cette ambiance bien solennelle et bien maîtrisée. En effet, il s'agit de la première visite de Mark Carney en Chine depuis qu'il est devenu Premier ministre, et c'est également la première visite d'un chef du gouvernement canadien en Chine depuis l'année 2017, pour vous dire à quel point cette occasion est particulière. Cette visite s'inscrit dans la suite de la coopération bilatérale, surtout l'année dernière, au mois d'octobre. Le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre canadien Mark Carney se sont rencontrés en République de Corée au mois d'octobre 2025 lors du sommet de l'APEC. En effet, à ce moment-là, les deux parties étaient d'accord de relancer le dialogue entre la Chine et le Canada et également rendre la coopération plus pragmatique. Aujourd'hui, face au changement de politique commerciale des États-Unis, le Canada aujourd'hui cherche à réduire sa dépendance à l'économie américaine et en même temps de diversifier ses partenariats dans le monde. Donc il est important de constater et observer jusqu'à quel degré le Canada est aujourd'hui prêt à multiplier davantage ses coopérations avec la Chine, des coopérations sincères, des coopérations prévisibles, des coopérations fonctionnelles et surtout des coopérations pragmatiques. Et je reste bien sûr vous tenir informé du déplacement de Mark Carney en Chine ainsi de ses coopérations avec la Chine. Je vous en parlais également en titre. Les ministres des Affaires étrangères du Danemark et du Groenland doivent rencontrer ce mercredi dans la capitale américaine le secrétaire d'État Marco Rubio et le vice-président américain J.D. Vance. Dimanche, Donald Trump avait affirmé qu'il s'emparait d'une manière ou d'une autre du territoire arctique. Les tensions sont montées en flèche entre Washington, le Danemark et le Groenland ce mois-ci, alors que Donald Trump et son administration continuent d'insister sur l'annexion de ce territoire. Le président américain a refusé à plusieurs reprises d'exclure le recours à la force militaire pour prendre l'île. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé son soutien au Groenland, affirmant que cette île arctique que le président américain Donald Trump a promis de s'approprier appartenait à ses habitants. Il existe donc déjà une relation solide et positive entre l'Union européenne et le Groenland. Et pour moi, il est important que les Groenlandais sachent, et ils le savent par nos actes, pas seulement par nos paroles, que nous respectons leurs souhaits et leurs intérêts et qu'ils peuvent compter sur nous.
Le Groenland appartient à son peuple, il revient donc au Danemark et au Groenland. Et à eux seuls de décider des questions qui les concernent. C'est le premier point et c'est fondamental. Nous sommes en contact permanent avec le gouvernement danois afin de connaître les besoins des Groenlandais et nous entretenons des relations très étroites avec eux. Le Groenland fait partie de l'OTAN et lorsqu'on parle de sécurité arctique, c'est l'un des sujets centraux de l'OTAN. Nous savons que le ciment qui unit les alliés repose sur le principe clair et constant, un pour tous, tous pour un. L'OTAN constitue donc un forum unique pour intégrer les différents intérêts en présence, mais bien sûr, l'Arctique et sa sécurité relèvent également de la compétence de l'Union européenne. Cela ne fait aucun doute. Et pour sa part, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a estimé que les propos de Donald Trump à propos du Groenland ne devaient pas être sous-estimés. Au contraire, ils doivent être pris très au sérieux. Sur le Groenland, il est clair que les intentions de l'administration Trump sont sérieuses et qu'elles doivent désormais être prises très au sérieux et que nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain. Pour être très clair, au-delà des mots, cela positionne aussi évidemment la diplomatie française dans une pleine solidarité avec le Danemark et les autorités légitimes du Groenland. Dans l'actualité également, au moins 32 personnes ont trouvé la mort et plus de 60 autres ont été blessées ce mercredi dans l'effondrement d'une grue sur un train de passagers en Thaïlande. La grue était utilisée pour le chantier d'un vaste projet ferroviaire. Sa chute a provoqué le déraillement en contrebas d'un train qui circulait entre Bangkok et le nord-est du pays. J'ai vu de la fumée s'élever, alors je suis sortie pour voir. J'ai entendu un grand bruit, alors j'ai pris ma moto en arrivant. J'ai vu le train endommagé, j'ai couru pour voir ce qui se passait et j'ai vu de nombreuses personnes allongées là. Je suis allée dans le deuxième wagon qui était coupé en deux. Je l'ai aidé à secourir les victimes avec mon jeune frère, mon beau-frère et des volontaires. Nous étions environ 5 ou 6 à l'intérieur du wagon. En prêtant main forte, je suis montée et j'ai aidé à transporter les 2 personnes décédées, 2 blessés et un petit enfant. J'ai entendu des gens crier et sauver les enfants d'abord, ceux qui étaient à l'intérieur du wagon. Un contrôleur a fait sortir les gens. Je les ai vus en sortir beaucoup. Des gens du magasin d'à côté sont également sortis en courant pour aider. Et se rendant sur les lieux du drame, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a promis d'enquêter sur le déraillement meurtrier de ce train qui a fait, je vous le rappelle, au moins 32 morts et des dizaines de blessés. Nous avons toujours été préoccupés par la sécurité, mais je pense que nous devons enquêter pour savoir si cela a été fait conformément à la conception et aux méthodes de construction. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé. Nous devons donc nous assurer de traiter chaque problème de manière approfondie. Enfin, au moins 3 personnes sont décédées et quelques autres ont été blessées lorsqu'une mine de charbon à ciel ouvert s'est effondrée dans l'état du Bengale occidental, dans l'est de l'Inde. L'incident a été signalé près de la ville d'Asansol, dans cet état. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.